Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bonjour Roussel. Bienvenue dans cet épisode spécial de Kiffe ta race, live depuis le Parlement bruxellois, à l'invitation des Grenades RTBF. Merci beaucoup. Alors pour celles et ceux qui nous découvrent ici en Belgique, Kiffe ta race, c'est un podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France et puis aujourd'hui en Belgique. Alors si vous nous écoutez, vous le savez, et si vous ne nous écoutez pas, vous l'apprendrez aujourd'hui. On parle de toutes les questions raciales sans tabou, on parle d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs, de musulmans, de juifs, et tout ça sans complexe. C'est la première fois que Kiffe ta race se déroule sur le sol belge. On est très très heureuse d'être là. Je tiens vraiment à remercier Rachid Madran pour son mot d'accueil et pour la possibilité qu'il nous a donnée de nous exprimer au Parlement bruxellois. Je remercie infiniment Safia Kessas des Grenades qui a permis cette collaboration entre Binge Audio et la RTBF autour des questions féminines. Nous sommes donc très heureuses de nous trouver parmi vous et c'est une bonne occasion d'aborder, dans le contexte des célébrations du 8 mars, les féminismes contemporains, la décolonialité et l'intersectionnalité dans une perspective croisée entre la France et la Belgique. Tous ces concepts font rage sur le devant de la scène dans des mouvements de plus en plus visibles de lutte pour les droits des femmes. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans cet épisode live, nous sommes avec Hassina Sema. Bonjour Hassina. Bonjour Grace. Alors tu es sociologue, psychologue clinicienne et tu précises intersectionnelle, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles, membre des collectifs féministes Ray Sisters et collectif 8 mars. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de nous livrer ton expertise. Merci de m'avoir invitée et c'est vraiment un honneur et un plaisir. C'est un plaisir partagé, Hassina. Alors si tu nous as déjà écouté ou si vous nous avez déjà écouté, vous saurez peut-être qu'on a un petit rituel. C'est qu'on demande à nos invités s'ils ou elles, généralement elles, se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire et puis on est toutes les deux françaises. Est-ce que toi, Hassina, tu te situes? Si oui, comment? Alors, donc, non seulement je vous écoute, mais je vous ai écouté en boucle hier et ça me semblait facile comme exercice, mais au final, ça l'est pas vraiment. Du coup, j'ai bien réfléchi et je me suis dit en fait que je me suis située sur le plan racial en fonction des épisodes de racisme que j'ai vécu. Donc, je me suis tantôt sentie vraiment belge ou tantôt sentie vraiment algérienne. Je sais qu'à l'adolescence, je me vivais comme une belge améliorée. Donc, c'était un truc que je trouvais vraiment cool. Donc, belge avec des plus. Au final, aujourd'hui, je me sens vraiment femme racisée. Donc, ça, c'est l'identité qui est la plus forte. Je dirais aussi qu'a priori, on va considérer que je suis arabe. J'ai une filiation kabyle qui n'est pas claire et que je dois aussi clarifier parce que mon père n'en parle pas. Donc, il y a un truc à creuser. Et c'est grâce à Sakina, du coup, qui est ici présente, que elle m'a un petit peu éveillée aux enjeux de colonisation au sein même de nos territoires. Ce que je ne suis pas, par contre, c'est maghrébine. Et ce que je ne suis pas non plus, c'est nord-africaine. Donc, je n'aime pas l'idée de la coupure du continent. Je me sens africaine et je me sens pas nord-africaine ou maghrébine. Donc, ça, je refuse. Et alors, aujourd'hui, si je devais aussi définitivement me définir, je dirais que je suis une Carolo d'Algérie. Donc, moi, je viens de Charleroi. C'est l'équivalent des ch'tis chez vous. D'accord. Et donc, voilà, moi, je suis une Carolo d'Algérie. Voilà. Merci beaucoup pour cette définition. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où vraiment tu as pris conscience justement de ton identité? Oui. Alors, il est très très précis. Il se situe à Charleroi lorsque, donc anecdote un peu glauque et drôle à la fois, j'ai une prof qui m'a dit de retourner dans mon pays. Donc j'avais 7 ans et j'ai pas compris. Et j'ai mené l'enquête 2 ans. Pendant 2 ans, je me suis dit, mais ça voulait dire quoi de retourner dans son pays? Parce que mes parents ne m'avaient pas éduquée ni dans un amour ultime pour l'Algérie, ni dans un amour ultime pour la Belgique. On était des personnes, c'est des personnes assez humbles, c'est des personnes qui ont vécu la colonisation, là pour le coup dans leur chair, puisque mon grand-père a été exécuté par les Français. C'était un résistant et j'ai une tante résistante également, du côté maternel. Donc c'est des personnes qui sont venues un petit peu de manière très humble, pas trop chercher midi à 14h et être content un petit peu de leur sort et pas trop chercher midi à 14h. Et donc, cette prof m'a demandé de retourner dans mon pays si je ne savais pas m'intégrer. Et donc, j'ai mené l'enquête pendant 2 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris, ah merde, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Et donc, 2 ans plus tard, j'ai compris les enjeux de racisme. Donc, c'est vraiment un moment fondateur. Voilà.
Moi, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. J'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'aimes pas le mot maghrébine, maghrébin? Parce que en France, je pense qu'on utilise très fréquemment, très volontiers ce mot, le Maghreb, les Maghrébins, pour désigner les personnes d'origine arabe, kabyle, enfin des territoires ex-territoires de l'Algérie française, et puis aussi par extension du Maroc et de l'Algérie. La Maroc et de la Tunisie, pardon, qui font partie des descendants de personnes qui ont migré dans les années 50-60 notamment. Est-ce que ce rejet que tu as de ce mot-là, tu le formules? Oui, en fait, je dirais qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est cette notion c'est quelqu'un qui me dit que je viens de quelque part et qui me coupe d'une unité. Moi, je me suis toujours sentie africaine. C'est mon continent, point barre. Donc, le fait qu'on me dise tu viens de cet espace-là spécifiquement, nord de l'Afrique spécifiquement, ça me convient pas. C'est quelqu'un qui me coupe d'une origine plus unitaire. Et le deuxième point, c'est aussi que c'est un terme qui est apparu, je dirais, sur le tard. Quand j'étais plus jeune, on parlait ouvertement d'arabe. Et donc j'ai l'impression que c'est un euphémisme, comme si du coup arabe était quelque chose de honteux. Et donc je n'accepte pas une forme d'insulte masqué ou d'euphémisme. Voilà, donc c'est pour cette double raison. Et dans Kif Taras, on évoque le racisme et le sexisme à la lumière d'un prisme postcolonial. On aime bien prendre en considération les constructions idéologiques qui sont liées aux dominations historiques politiques qui ont jalonné l'espace dans lequel nous vivons, donc en France et aussi aujourd'hui nous sommes en Belgique. Est-ce qu'on peut, je sais que c'est un exercice difficile et large, mais moi ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont les similitudes et les différences entre la France et la Belgique sur ce point-là, postcolonialement parlant. Donc, est-ce être une femme non blanche aujourd'hui en France et en Belgique, ça signifie la même chose d'être arabe, d'être asiatique ou d'être noire? Est-ce qu'on partage les mêmes expériences communes en tant que femme racisée dans ces deux territoires qui sont si proches et en même temps très différents? Voilà, c'est une question qui me paraîtrait tomber à point. Alors, sans être experte de la France, je pense que l'expérience de femmes racisées dans un contexte postcolonial reste, je dirais, dans les grandes lignes semblables, au sens où c'est l'expérience de l'altérité. Donc, tu es différent, tu es différente, et tu n'es pas à ta place. Donc, grosso modo, ça, c'est pareil. Par contre, je pense que la manière dont tu peux ou non revendiquer tes luttes sera différente. Et j'ai la sensation que chez nous, puisqu'on a une autre culture aussi, enfin, on sait qu'en Belgique, on est à fond dans tout ce qui va être plutôt consensus. Les problèmes, on les cache un petit peu sous le tapis. En France, vous avez peut-être plus une culture du débat. En tout cas, moi qui me suis intéressée à la question postcoloniale, notamment dans le cadre académique, eh bien, j'ai pas trouvé de source francophone belge sur ces questions-là. Donc, en Flandre, on a déjà des personnes qui peuvent parler de ça. Donc, il y a une pensée postcoloniale belge flamande. Au niveau francophone, on a des personnes qui travaillent ça, notamment Charlotte Pézéril, qui est dans la salle et qui est ma prof du master, qui, du coup, a travaillé ces questions-là, mais ça reste quand même très, très marginal en Belgique. Donc, j'ai l'impression qu'en France, vous avez beaucoup plus la possibilité de dire les choses et c'est mal entendu et il y a un débat et c'est violent, mais ici, on n'en parle juste pas. Et c'est quelque chose que je mettrais quand même vachement en lien avec le rapport à la colonisation et à notre mémoire, en fait, coloniale. Ici, en Belgique, on est fort dans le déni. La Belgique francophone en particulier, on parle très très peu de ces questions-là. Bon, nous, on est pas mal en déni aussi, hein. C'est marrant parce que c'est vrai que nous, quand on est en France, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de déni général, de refus d'affronter la question. Après, c'est vrai que on la formule de manière détournée et qu'il y a des confrontations qui existent autour du sujet. Donc, il y a des choses qui existent, mais que globalement, l'attitude générale, c'est non, il n'y a pas de problème. Les Misérables ont eu un César, je vois pas de quoi vous parlez, quoi. Par exemple. C'est un peu, je trouve que c'est un peu, c'est plus le fait de nier. Enfin, on nie pas l'histoire coloniale parce que c'est impossible. Il y a eu une guerre de 8 ans avec l'Algérie, donc puis il y a eu la guerre de l'Indochine, donc il y a eu des moments suffisamment violents pour qu'on puisse les nier. Mais il y a le côté, ça fait longtemps. Passons à autre chose. Aujourd'hui, ces tensions n'ont plus d'effet sur la société actuelle, quoi. Tu vois. Et nous, on va être plutôt tendance à quoi ? Il s'est passé quelque chose ?
Et est-ce que le fait d'être organisé politiquement comme un système fédéral et le fait qu'il y ait plusieurs langues, donc c'est un pays multilinguiste, est-ce que ces particularités-là, ça permet pas aux personnes belges, qu'elles soient francophones ou néerlandophones, d'accepter en son sein, en son pays, la différence plus facilement qu'un pays comme la France qui se dit ouvertement unitaire et qui se voit une seule langue, un seul visage de la France, celui de Marianne, celui de voilà. Est-ce que c'est pas Est-ce que ça apporte quelque chose? Et puis qui a conçu l'identité linguistique de la France dans la violence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une volonté politique d'effacer les langues régionales et d'unir tous les Français autour d'une seule langue. Et le premier article de la Constitution dit que la langue de la République c'est le français. Donc il y a vraiment une volonté, une académie française qui préserve la langue. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 ferme par rapport à cette idée d'assimilation qui joue d'une certaine manière, qui dépasse le cadre de la langue, mais qui se joue très fortement autour de la langue. Et on se dit peut-être que c'est plus souple ici parce que, il y a moins d'autorité, quoi. Ouais. Alors, la Belgique, c'est très particulier. C'est un pays vraiment intéressant à ce niveau-là. En fait, c'est plutôt schizophrénique. Et donc, on a deux espaces qui fonctionnent tout à fait différemment. Et donc, l'espace flamand va plutôt avoir des traits culturels et des manières de traiter la diversité, entre guillemets diversité, selon le mode hollandais, et donc il va être beaucoup plus dans la reconnaissance de la différence, et ce qui peut aussi expliquer qu'il y ait toute une pensée postcoloniale, même dans les universités, donc un truc assez solide. Et à l'inverse, nous, on est plutôt Belgique francophone, en Wallonie et à Bruxelles, et plutôt sur le mode français. Et du coup, on va être beaucoup plus dans des ressemblances par rapport à votre traitement de la différence, et avec cette notion d'universalisme et d'égalité, et allez, on n'en parle pas trop et cassez pas trop la tête. Maintenant, il y a quand même la spécificité belge qui est du compromis et qui fait que, voilà, à dose d'humour, avec un petit peu de bricolage à droite et à gauche, on essaye de faire tenir le brôle. Ce qui paraît du coup moins violent, je pense, que ce qui se passe en France. Ça veut pas dire que c'est pas difficile à vivre parce que ça reste insidieux, mais je pense que les clashs sociaux sont moins violents en Belgique. Il y a un côté un peu plus Europe du Sud en France où on va au clash peut-être un peu trop facilement, mais c'est vrai que même quand je vois le décalage entre le niveau de violence qu'il peut y avoir dans les débats, y compris médiatiques en France, où les gens peuvent se crier dessus, s'envoyer des noms d'oiseaux, j'imagine que c'est difficilement concevable ici où les gens sont moins... C'est moins... ouais, c'est ça. Culturellement, c'est peut-être moins acceptable. C'est vrai que quand nous, on regarde... après, moi, j'ai des parents algériens, du coup, mes parents connaissent rien de la Belgique, mais par contre, la politique française, mon père... Et voilà, ultra calé. C'est vrai que quand je vois les trucs, vous bastonnez, littéralement, quoi. On discute. Voilà, ça se passe pas comme ça, quoi. Ça se passe pas comme ça. Mais justement, on parle du fait que la présence en France de personnes non blanches aujourd'hui est le résultat de politiques expansionnistes, des colonisations, des protectorats, de l'esclavage, de migration qui a aussi été liée au manque de main-d'œuvre. Toi, tu es d'origine algérienne et c'est un pays qui n'a pas d'histoire coloniale commune avec la Belgique, puisque c'était une colonie française. Du coup, il y a eu des conventions d'immigration qu'on a vu en préparant l'émission d'immigration de main-d'œuvre à partir des années 60 qui ont dessiné le visage de la Belgique d'aujourd'hui. Mais comment c'est finalement de vivre le fait que la Belgique n'a pas d'histoire coloniale directe avec l'Algérie, mais pourtant il y a quand même une dimension idéologique qui reste très présente parce que vous êtes quand même un pays francophone. Oui. Alors, ce qui est important de savoir dans cette question-là, et en plus cette question-là, je l'ai bien travaillée dans le cadre de la recherche, c'est qu'il y a vraiment eu une démarche consciente de la Belgique d'aller chercher des populations pour pouvoir assumer une série de tâches subalternes, compliquées, les potentiellement destructrices pour la santé. Voilà, cette main-d'œuvre-là. Il faut aussi savoir que le rapport, et ça c'est vraiment intéressant, la Belgique a été visiter différents pays, dont le Maroc, dont l'Algérie et dont la Tunisie, et ils ont décidé, donc ça c'est documenté, de choisir les populations les plus dociles. Et donc, les premières conventions qui ont eu lieu avec le Maroc, parce qu'ils considéraient que le peuple était moins alphabétisé, et comparativement à l'Algérie, comme ils sortaient d'une guerre d'indépendance, eh bien, ils considéraient qu'ils étaient trop rebelles. Et du coup, c'est, je pense, une dizaine d'années plus tard que les conventions ont été faites avec l'Algérie. Donc,
moi, je te dirais, je crois que la condition d'immigré qui travaille dans des conditions compliquées, où tu sais que tu es dans une position de subalterne, c'est une expérience assez commune, je crois, indépendamment des pays d'où tu viens et d'où tu vas. Maintenant, je ne sais pas comment j'aurais vécu le fait d'être une ancienne colonisée dans le sol belge, ici, dans le sol français. Ici, c'est vrai qu'il y a quand même une notion de distance. Et c'est vrai que la question, à mon avis, est intéressante à poser à des personnes d'origine congolaise, où là, le fait est que tu es ancienne population colonisée. J'imagine que la charge est encore plus forte et plus violente. Maintenant, je pense que le rapport de subalternité reste quand même, grosso modo, identique. Parce qu'en France, il y a quand même une forme de nostalgie, bon, qui est de moins en moins forte, parce que les gens qui ont vécu en Algérie avant les années 60 vieillissent, tout simplement. Mais il y a quand même une nostalgie par rapport à la présence française en Algérie, qui était une espèce de paradis qui est extrêmement présente, qui est peut-être moins dans l'imaginaire collectif belge, quoi, qui existe même dans la littérature française. Et après, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est les préjugés par rapport aux Maghrébins. Enfin, genre, les Marocains, ils sont gentils, les Algériens sont méchants, enfin, ou énervés. Et du coup, enfin, c'est un peu de vrai, pour les Algériens. Et du coup, mais comment ça opère? Est-ce que justement, parce que c'est vrai qu'en France, c'est des choses qu'on entend, mais je pense que le traumatisme d'une guerre de 8 ans qui a été extrêmement sanglante, déjà une guerre d'invasion en 1830 et puis la guerre de 54-62, forcément ça laisse dans l'imaginaire français l'idée d'une population extrêmement docile, alors que le Maroc c'était un protectorat. Du coup les rapports forcément étaient différents, puis c'est pas une colonie de peuplement. Donc est-ce que c'est un imaginaire qui a des effets sur la manière dont on perçoit les Belges d'origine marocaine, les Belges d'origine algérienne ou tunisienne? Je sais pas s'il y en a beaucoup ici ou non, mais est-ce que ça a des conséquences? Alors, je pense que ce qui a le plus de conséquences, c'est plus l'histoire de l'immigration spécifique de ces populations. Donc ici en Belgique, il est beaucoup plus difficile d'être marocain que d'être algérien. Donc, parce qu'il y a une immigration de masse, qu'on a pathologisé cette population. Donc ça aussi, c'est très documenté. Très vite, ça a été considéré une population problématique, pathologiques. C'est des populations qui ont été très vite psychiatrisées aussi. Donc ça, c'est documenté en Belgique. Et du coup, les Algériens, comme on est moins nombreux, quelque part, il y a presque un rapport d'exotisme. Et du coup, moi, quand les gens m'interpellent et me demandent « Ah, tu es marocaine, donc d'office. Ah non, mes parents sont algériens. Ah, et c'est comment l'Algérie ?» Donc là, il y a un regard qui est plus doux, parce que plus exotique, entre guillemets, ou plus exotisant. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus difficile et malaisant d'être immigré marocain en Belgique qu'algérien. Et je pense que l'inverse est vrai. Oui, c'est absolument l'inverse. Ouais. Mais est-ce que la perception, elle se fait facilement moi, par exemple, je ne sais pas distinguer une personne algérienne d'une personne marocaine si elles ne me le disent pas. Est-ce que, par exemple, toi, tu sais? Alors là, je vais faire une blague, mais en règle générale, l'Algérien a un drapeau. Quelque part. Donc voilà, ça, c'est un premier signe. Mais non, a priori, non, t'as pas vraiment des différences phénotypiques énormes. Mais comme ici, statistiquement, t'as beaucoup plus de Marocains. Du coup, on va supposer d'emblée que tu es. Et il n'y a pas de gens d'origine tunisienne? Si, mais encore plus marginalement. D'accord. Parce que je pense pas qu'il y a eu, à ma connaissance, de convention avec la Tunisie. Là où il y a eu des conventions formelles avec l'Algérie, 10 ans plus tard, mais conventions quand même. Et j'ai vu que dans Wikipédia, qui est une source absolument fiable, n'est-ce pas, que la Belgique avait eu un protectorat en Chine avant 1830, jusqu'à 1830, dans la province, enfin la municipalité autonome de Tianjin. Du coup, je voulais savoir s'il y avait des Chinois d'origine, enfin des Belges d'origine chinoise issus de cette histoire-là, et si c'était des descendants qui étaient visibles et qui avaient des revendications sur le plan politique aujourd'hui. Alors, sans être experte de la question, mais par contre, ma sœur de cœur est taïwanaise, du coup, c'est, je dirais, l'expérience d'une femme asiatique en Belgique. Je la connais bien, puisqu'on est sœurs depuis plus d'une vingtaine d'années. En lien avec les concessions à Tianjin, non. Pas à ma connaissance. Après, peut-être que oui, mais pas à ma connaissance. Par contre, c'est vrai que dans mes années universitaires, j'avais noué des relations d'amitié avec des Chinois qui venaient de Tianjin. Et c'est simplement après m'être intéressée à la question de la colonialité et de l'histoire coloniale belge où je me suis dit, j'avais toujours trouvé ça un peu
bizarre qu'il y ait une telle concentration de jeunes qui soient venus spécifiquement de cette ville-là en Belgique. Je me disais, pourquoi cette ville-là en Belgique? Et c'est 10 ans plus tard où je me suis dit, en fait, oui, parce qu'il y avait des liens de tutelle de la Belgique sur ce territoire-là spécifiquement. Et du coup, voilà, je présume que peut-être que les mouvements de migration dans le cadre académique doivent être peut-être plus logiques pour les populations de Tianjin vers la Belgique que vers un autre endroit d'Europe. Mais ici, en tant que, je dirais, belge lambda, j'avais pas connaissance de ça, et ma meilleure amie Sonia ne le sait même pas, par exemple. Et récemment, avec l'épidémie de coronavirus qui a sévi partout, oui. Est-ce que des personnes belges ont été visées par du racisme anti-asiatique? Est-ce que c'est quelque chose que t'as été interpellé par les... Ben oui, ça c'est malheureusement clair et net que oui. Donc en fait, le problème du racisme anti-asiatique, c'est que c'est un racisme sourd, qu'on ne prend pas au sérieux alors qu'il est vraiment très très présent. Je vais me permettre de relayer du coup la parole de Sonia qui a expérimenté des trucs ultra violents. Pour le coronavirus, ici pas plus tard que dans la semaine, elle me disait que des personnes l'ont dévisagé et ont quitté, donc elle était dans les espaces publics, transports en commun, et ont quitté de manière ostensible le lieu où elle était. Donc ça, c'est ici la semaine dernière. Et par rapport au racisme, je dirais plus structurel, Sonia avait travaillé à H&M, elle avait été dans l'équivalent de Pôle emploi chez vous, je pense, donc actrice chez nous. Et donc au moment de déclarer son dossier, la personne qui inscrit lui écrit qu'elle travaille dans la confection. Elle était vendeuse à H&M. Elle lui dit non, je travaille pas dans la confection, je vendeuse. Et la dame lui dit confection. Et elle lui dit vendeuse. Confection. Elle dit madame, j'ai jamais touché une aiguille et un fil de ma vie. Et la dame a écrit dans son dossier confection. Mais non. Oh. Ah ouais, voilà. Donc, mais il y a peut-être une tradition, je dirais, des populations asiatiques en Belgique telles que moi je les connais, à ne pas faire de vagues. Et du coup, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça m'a blessée, mais bon, voilà, elle a écrit, je suis partie, point barre, quoi. Mais du coup, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de venir à plusieurs reprises à Bruxelles. D'ailleurs, certaines des personnes qui m'ont conviée sont dans l'assistance et je les en remercie. Et c'est vrai que souvent, j'ai été invitée soit sur les questions noires, soit sur les questions relatives à l'islamophobie. Et même dans les cas où on parlait de féminisme intersectionnel, j'ai pas remarqué de prise en charge particulière de la question des femmes d'origine asiatique. Donc, il y avait souvent des personnes d'origine asiatique dans l'assistance, mais je ne sais pas comment ça se formule politiquement en Belgique. Je sais qu'en France, par exemple, même s'il y a toujours eu des personnes mobilisées dans les communautés asiatiques diverses, ça fait pas trop longtemps que la sphère publique accorde une reconnaissance à cette question du racisme anti-asiatique. Et je voudrais savoir si en Belgique, vous étiez confrontés aux mêmes réserves et s'il y avait des collectifs qui existaient. Alors, à ma connaissance, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore. Au niveau politique, en tout cas, pas de mobilisation. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vivent ça dans leur chair n'en parlent pas. Je veux dire, moi, mes potes asiatiques, elles en parlent et elles en sont dégoûtées, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore une organisation politique. J'ai pas vu passer de collectif féministe asiatique en Belgique, sachant que je suis quand même fort dans ces milieux-là. Maintenant, peut-être qu'ils existent et qu'ils sont en train de se construire, mais c'est pas mainstream en tout cas. C'est pas su, je dirais, dans les espaces féministes mainstream ou antiracistes mainstream. C'est pas. Ça nous amène aussi à cette question-là qu'on voulait traiter avec toi, parce que c'est l'un des sujets que tu as étudié. C'est comment opère la colonialité dans le féminisme. Parce que je pense que cette question-là de la visibilité des femmes en fonction de leurs origines et de comment elles sont perçues, elle s'exerce à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, le féminisme le plus visible, c'est le féminisme qui profite aux femmes blanches. Et du coup, on l'appelle le féminisme blanc, donc pas parce que. Voilà. Pas parce qu'on est raciste anti. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment le principe de colonialité opère au sein même des féminismes et donc exclut certaines femmes des bénéfices de cette lutte? Alors ça, c'est une grosse question. Une grosse question. Déjà, il faut comprendre la logique de la colonialité avant toute chose. Donc la colonialité, c'est quoi? C'est en gros les rapports de pouvoir qui ont pu exister dans les contextes coloniaux ont laissé une matrice coloniale, donc un genre de système qui est basé sur 4 systèmes de domination.
la domination ethno-raciale, donc le racisme pur, hiérarchie selon les races, un sexisme spécifique, donc en lien avec la question de la race également, donc un sexisme spécifique, une appropriation et une domination capitaliste. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qui va revenir systématiquement dans la colonialité, dans les espaces féministes. Et alors, une domination épistémologique, si on peut dire ça, c'est-à-dire en gros une domination de qui a la connaissance, qui définit les valeurs, qui définit ce qui est juste, ce qui est bon. Et donc là, ça nous amène à la logique de la mission civilisatrice, qui était voilà, le truc de base de la colonisation. Et c'est ça qu'on va retrouver malheureusement dans les milieux féministes. Et donc moi, dans la recherche que j'avais conduite, donc j'avais été un petit peu interroger des femmes racisées, des femmes non racisées, dans ces espaces-là, avec un point d'interrogation qui était finalement, qu'est-ce qui fait que les féministes qui... Moi, je les tiens de base en haute estime. Je me dis, les féministes, elles se battent pour les femmes. Logiquement, ça va rouler. Qu'est-ce qui fait qu'une catégorie de femmes sont exclues de la sororité ? Et donc, il s'avère que la race opère comme un marqueur entre les féministes légitimes, donc celles qui peuvent revendiquer d'un féminisme de souche, et les féministes non légitimes, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas se revendiquer de ce truc-là. Et ça va se décliner par 10 milliards de mécanismes très spécifiques. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'en avoir l'un ou l'autre. Bah, disons que c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de féminisme blanc, on parle surtout d'un féminisme qui profite, comme tu l'as dit, grâce principalement aux femmes blanches, et surtout qui ne s'exprime que de leur perspective, sans tenir compte du fait que d'autres femmes sont exposées à d'autres types d'exclusion. Donc tu parles de la race, mais aussi à la question des LGBTQ-phobies, du validisme, de la question de la classe sociale. Et du coup, ce sont souvent des féministes blanches et bourgeoises qui non seulement pensent en premier lieu aux questions qui les affectent, mais en plus parfois vont délégitimer les autres féministes en disant qu'elles ne sont pas féministes. C'est-à-dire que elles vont dire que par exemple, si on a une femme musulmane et qu'on porte un foulard, on ne peut pas être féministe, parce que comme s'il y avait un attirail en fait agréé de la féministe avec la panoplie de comment il faut s'habiller, comment il faut parler, de quoi il faut parler. Donc est-ce que ça fait partie des différents critères que Mais carrément, en fait, la difficulté, c'est dès lors que, donc dans les logiques de colonialité, dès lors que tu considères à ton insu que tu es la norme, à partir de là, tout ce qui diffère de toi est problématique et ne sera plus légitime. Ça veut dire que tu vas trouver normal, ça c'est un truc qui était revenu régulièrement, de distribuer la parole de manière asymétrique. Donc, il y en a qui ont le droit de parler et il y en a qui n'ont pas le droit de parler. Pour te dire, moi, je suis dans un collectif mainstream. Il se trouve qu'avec les personnes avec lesquelles je m'organise, donc plutôt des femmes racisées, quand nous, on prend la parole, et c'est véridique, hein, ça c'est true story, eh bien, on est les seuls dont la parole est minutée. Donc, pour toutes les autres personnes... Mais tout ça, c'est fait à l'insu. Nous, c'est écrit 5 minutes maximum. Les seuls de tout le collectif, 70, 100 personnes. Tu vois, donc ça, c'est des choses qui se passent à l'insu des propres personnes, mais ça va être aussi l'assignation à des tâches subalternes. Et donc, vous savez, il y a le point Goodwin. Moi, j'ai le point balai à chiottes. Il y a un moment dans ma vie, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment, mais dans les espaces mainstream, je me retrouve avec une brosse à chiottes à nettoyer les toilettes. Indépendamment de mes diplômes, indépendamment de ma fonction, il y aura toujours un moment dans ma vie où j'aurai une brosse à chiottes. C'est inévitable. Ça, c'est ma destinée. Ben, voilà. C'est le truc, ben voilà, les tâches subalternes, à un moment donné, tu t'y retrouves, tu sais pas pourquoi, mais tu y es quand même. C'est marrant parce que du coup, ça montre la double discrimination. Tu vois, dans les espaces mixtes, en termes de genre, on voit que ce sont souvent les femmes qui vont servir le café, ranger les bureaux, enfin ranger après la réunion, etc., s'occuper de toute la petite ménagerie, enfin tout ce qui est relatif au travail domestique. Et en fait, entre femmes, cette division, elle opère, mais vraiment avec des critères ratios, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est l'universalisme qu'on combat dans les questions antiracistes, c'est-à-dire elle se retrouve cette question universaliste dans le féminisme. C'est-à-dire que du départ, si une femme se considère universaliste, universelle et universaliste du coup, comme tu dis, elle exclut les autres et on invisibilise les préoccupations qui sont liées à cette histoire, aux histoires de ces femmes. Et donc je vais citer ce que tu as écrit dans ton travail. Donc tu cites les féministes arabes qui ont un rapport différent au religieux, la lutte passant moins par la confrontation frontale que par la réinterprétation du religieux et de la renégociation des rôles sociaux. Les féministes noires et afroféministes luttant pour une réappropriation des normes esthétiques,
occidentalo-centrée et excluante, qui exclut ces femmes noires de la représentation de la beauté féminine, et aussi, comme tu l'as dit, Rokhaya, les féministes queer qui ne se retrouvent pas dans cette hétéronormativité. Donc il y a beaucoup de féminismes qui aujourd'hui sont plus visibles grâce au travail de toutes ces femmes féministes, mais c'est encore la force universaliste. Elle opère vraiment dans tous ces milieux-là. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Assina, que vient de dénoncer Grace, c'est vraiment que tu démontres que finalement les préoccupations qui sont centrales dans le féminisme blanc, c'est-à-dire se battre contre l'oppression religieuse, c'est-à-dire que voilà, à gauche, on considère qu'il faut se battre contre l'oppression religieuse. C'est pas forcément un critère prioritaire pour des féministes qui vont être musulmanes et croyantes et qui ne veulent pas se battre contre leur religion, mais pour faire en sorte que leur religion soit interprétée à leur bénéfice également. Ou pour les féministes noires, comme elles n'ont jamais été incluses dans les formes de beauté, pour une féministe blanche, il faut se battre contre les normes de beauté parce que c'est oppressif. Pour une féministe noire, peut-être que juste d'être reconnue, enfin pas juste, mais en tout cas être reconnue et pouvoir s'approprier ces normes, c'est une forme de combat. Et effectivement, il y a des femmes, des féministes qui vont peut-être valoriser une forme de féminité, etc., qui est binaire, et que les personnes queer en fait vont dire bah non, la binarité, l'hétéronormativité, c'est pas notre lutte. Et donc du coup, ça fait comme si dans le féminisme blanc, il y avait des angles morts, mais pour toutes les autres femmes en fait. Et du coup, c'est un petit groupe de personnes qui se prétend universel, pour reprendre ce que disait Françoise Vergès, avec une espèce d'arrogance, alors qu'en vérité, elle ne s'occupe que des problématiques d'une toute petite minorité de femmes, quoi. Et ce qui est quelque part humain et normal. En fait, la problématique, elle n'est pas tellement que les féministes blanches pensent pour leurs pommes, parce que c'est humain, c'est normal de faire ça. La problématique, c'est de se dire, ma situation à moi, très spécifique, très située, vaut pour le reste de l'humanité. C'est ça le problème. Et c'est le problème du privilège, là. Tu vois, c'est l'angle mort, c'est le privilège, c'est de se penser comme étant la norme, comme étant le modèle représentatif de l'humanité, et c'est juste pas, comment dire, raisonnable. Et c'est vrai que si par exemple vous pensez à juste l'idée d'une fratrie, tu vas jamais t'imaginer que le modèle qui est bon pour ton frère ou ta sœur est d'office bon pour l'ensemble des enfants. Alors imaginez cette pensée-là, vous l'étendez au reste du monde. Quelque part, c'est absurde. Et c'est ça la difficulté du féminisme mainstream, pas le fait qu'elles pensent pour elles, parce que c'est légitime, elles ont des bons arguments, elles ont des bonnes revendications, sauf que c'est pas les revendications de tout le monde. Et il faut vraiment lâcher prise et accepter que, ben oui, ta vérité n'est pas la vérité des autres. Voilà. C'est pareil en France et en Belgique ou Bah, ça, par contre, je pense que là, pour le coup, on est, ouais, c'est pareil. On galère pareil. Et on parle beaucoup de sororité aujourd'hui. C'est un mot qu'on utilise beaucoup parfois, donc il est un peu creux, parce qu'on voit qu'il y a une hypocrisie entre cette organisation, cette hiérarchisation qu'on peut retrouver dans les oppressions. Elle se retrouve aussi dans les féminismes, puisque celles qu'on voit le plus, c'est donc le féminisme qui est tout en haut, donc le féminisme qui profite aux femmes blanches, le féminisme blanc. Et comment on fait pour organiser cette sororité, alors pour qu'elle profite à plus de monde? Cette visibilité que nous offrent aujourd'hui les féminismes, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus marketé, qui est de plus en plus qui fait tomber les sous. Donc comment organiser ça? Je pense à ce que tu disais dans ton travail quand tu parlais du mot race, parce que le mot race a été supprimé de la Constitution française en juillet 2019. 2018, ouais. Non, parce que évidemment la race n'existe pas. Sociologiquement elle existe, mais biologiquement elle n'existe pas. Donc on l'a supprimée de la Constitution française. Donc ça s'est fait en juillet, là où il y a personne qui était au Parlement. On gagnait la Coupe du Monde, donc les gens avaient autre chose à faire. Et tu as dit, alors et je trouve que c'est toi tu as écrit, je ne vois pas d'autre voie que de m'approprier ce terme de race, parce qu'il dit mieux qu'un autre le flou, les paradoxes et les histoires auxquelles il renvoie. Le terme ethnie, souvent utilisé comme un synonyme, n'est pas un choix probant, puisqu'il constitue tout au plus un substitut euphémisé. Donc toi, tu penses au contraire qu'il ne faut pas supprimer les mots qui ont une incidence sur nos vies, mais de se les réapproprier. Et donc, si on fait un parallèle avec le féminisme et la lutte qu'on est en train de mener, comment est-ce que tu préconiserais d'organiser cette sororité-là? Ok. Alors, c'est une super question. La sororité, actuellement, c'est une sororité de tutelle. Donc, c'est grande sœur et petite sœur. Donc, oui, il y a une sororité, mais avec une grande sœur qui regarde sa petite sœur et qui lui dit ce qu'elle doit faire. Donc ici, et moi
s'il y a un truc qu'il faut retenir pour moi des enjeux de colonialité, c'est la notion d'équivalence de pouvoir. Ça veut dire que si on doit travailler ensemble, on doit le faire en équivalence de pouvoir. Ça veut dire que si on doit militer ensemble pour les droits des femmes, alors on doit le faire en équivalence de pouvoir. Ça veut pas dire que tes revendications sont moins bonnes que les miennes ou que les miennes sont plus importantes, etc., etc. Ça veut simplement dire qu'on a des revendications différentes, mais que je m'attends à ce que tu me soutiennes, même si c'est des choses qui te parlent pas. Si pour toi le voile c'est con, ok, mais si pour moi c'est important, soutiens-moi. C'est ça la sororité. Et alors c'est la notion d'alliance. Donc ça doit être normalement une sororité qui est souple. Ça veut dire que tant que je comprends que c'est important pour toi, je le fais, je te soutiens, t'as besoin, je suis là. Si à un moment donné ce truc-là spécifiquement ne me parle pas, alors je prends du recul. Mais je ne vais pas te mettre des bâtons dans les roues. Je ne vais pas venir torpiller ton émancipation. Donc voilà, c'est vraiment la possibilité de laisser aux femmes vraiment ce droit d'autodétermination et de soutenir, même si tu comprends pas. Voilà. Et justement, on vient d'évoquer la question du port de signes religieux par les femmes dans les mouvements féministes. Et il y a une question aussi en France qui est mobilisée à des fins féministes, même si on pense que c'est un peu un dévoiement. C'est la question de la laïcité. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est quand même que historiquement, la laïcité n'a jamais été l'allié des droits des femmes en France, puisque les gens qui revendiquaient la laïcité étaient des gens qui étaient opposés au droit de vote des femmes. Donc on sait que c'est une recomposition, enfin une narration, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par le passé. Mais aujourd'hui, cette notion-là est beaucoup mobilisée par les féministes pour, d'une certaine manière, forcer les femmes musulmanes à s'aligner sur une manière de se présenter. On sait que la question, c'est une question différente en Belgique, puisque voilà, c'est une monarchie. Nous, en France, c'est une république. Comment elle s'exprime? Est-ce qu'on mobilise les mêmes éléments? L'histoire de la laïcité en France, c'est une histoire de confrontation contre l'Église qui n'a pas forcément eu ici. Est-ce que finalement, c'est plus facile ici ou non? Alors là, je vais te répondre de manière très franche, non, du tout. La laïcité est mobilisée de la même manière. C'est vrai qu'au niveau, je dirais, plus politique, on n'a pas les mêmes histoires. Par contre, au niveau des instrumentalisations de certaines valeurs, en sachant que la Belgique francophone suit beaucoup la France, là, t'es dans des pratiques, pour moi, similaires. Au sens où, dans le milieu féministe, un des points de clivage central, c'est la notion de la laïcité. Et c'est selon ton, on va dire, allégeance à la notion de laïcité qu'on va considérer que tu vas être féministe ou pas. Mais, et ça c'est important à le dire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, dans la recherche, ce que je me suis aperçue en rencontrant toutes ces femmes, c'est que aussi bien les féministes blanches mainstream que les féministes racisées intersectionnelles se revendiquaient de la laïcité. Donc il n'y a pas de confrontation, choc des civilisations, etc. Par contre, c'est la manière dont elles habitent cette valeur-là qui va être différenciée. Et ça, c'est vraiment à mettre en lien avec la manière, donc là c'est la psy qui parle, je m'excuse, dont les personnes vont, être construites, donc leur moi, la structuration de leur subjectivité. En gros, c'est quand je suis une féministe blanche, j'ai eu le privilège de l'évidence. Je me suis construite sur un mode unitaire, le 1, la norme, l'évident. Pour les personnes racisées, les féministes racisées, elles se sont, particulièrement les féministes racisées, les femmes, se sont construites sur le mode du paradoxe. Tu dois avoir des systèmes d'allégeance paradoxaux. Donc, il y a ta famille, il y a ton pays d'accueil, il y a tes volontés propres, et c'est des personnes qui doivent faire tenir toute une série de choses paradoxales, contradictoires. Et c'est pour ça que tu peux avoir, et c'est ce qui étaient les personnes les plus progressistes que moi j'ai rencontrées dans le cadre de la recherche, c'était des féministes, y compris voilées, qui étaient vraiment ultra inclusives et qui luttaient pour les droits des personnes transgenres, pour les personnes queer, là où parfois des féministes blanches, qui a priori dans les représentations qu'on peut avoir devraient être plus ouvertes, étaient beaucoup plus trans-exclusives et à certains égards sectaires. Mais c'était au nom de la laïcité. Tout le monde doit pouvoir vivre au nom de la laïcité. Et pour les féministes que j'avais rencontrées plus mainstream, c'était au nom de la laïcité, vous devez vivre comme moi. Voilà.
Et c'est une question qui n'est pas directement liée, mais la question des différents folklores qui sont racistes, qui sont porteurs de charges racistes. Il y a toute cette question du père fouettard. Ce serait bien que tu l'expliques parce que c'est vrai qu'on sait que ça existe un petit peu dans le nord de la France, mais c'est pas quand même quelque chose de très mainstream. Voilà, Zwarte Piet qui existe aux Pays-Bas, donc une célébration en fait qui promeut le blackface qu'on appelle désormais le barbouillage en bon francophone. Je remercie pour ça Mme Fatou Niang, la chercheuse, qui nous a rappelé quand même qu'il y avait une terminologie française pour désigner le blackface, donc le blackface, donc le barbouillage. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, cette histoire du père fouettard et de Zwarte Piet, et de nous rappeler un petit peu les mobilisations et les interpellations des instances internationales culturelles comme l'UNESCO? Alors, c'est vrai qu'en Belgique, francophone, mais je pense même aussi néerlandophone, il y a une grosse tradition du folklore. Et c'est super. Donc ça, c'est vraiment la richesse d'un pays. Malheureusement, le folklore, historiquement, c'était aussi un espace où les populations dominées se moquaient des, je dirais, groupes dominants. Ici, malheureusement, le folklore, notamment avec la colonisation, parce que ça a été également documenté, au départ... pour revenir sur Père Fouettard, tu as Saint-Nicolas, le saint patron des enfants, qui fait des cadeaux et qui est gentil, et il avait un acolyte méchant qui punissait les enfants méchants et dont les enfants avaient peur. Et historiquement, cette figure-là, c'était plutôt une figure biblique, type ogre, croque-mitaine, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment avec la colonisation, donc c'est documenté, où cette figure-là, c'est de plus en plus dotée de traits qu'on allait attribuer aux sauvages de là-bas. Et donc, tu vas avoir une coloration de la peau, tu vas avoir des anneaux qui rappellent les conditions d'esclavage, et toute une série, je dirais, de traits stéréotypiques et caricaturaux pour faire peur aux enfants. Et c'est dramatique, hein, cette question-là, malheureusement, elle est dramatique parce que on voit, et il y a eu l'ASBL BAMCO qui a fait une étude ici de terrain avec des enfants par rapport à cette question de Père Fouettard et qui a pu démontrer que des enfants très jeunes, blancs ou noirs, identifiaient que la couleur noire était mauvaise, méchante, et eux auraient voulu pouvoir ressembler plutôt aux gentils Saint-Nicolas. Donc c'est quelque chose qui a des vraies conséquences en termes de structuration et de construction des enfants. Il y a une mobilisation dans le monde associatif. Donc ça, c'est un des points vraiment très positifs en Belgique. Juste la parenthèse, c'est que du coup, les gens, quand ils se déguisent en Père Fouettard, ils se teignent la peau en noir. C'est ça, en fait, c'est qui fait aussi polémique, c'est qu'il y a des gens qui, pour l'interpréter, en fait, au moment des célébrations, se déguisent avec... Et, parce qu'en plus, non seulement elle a la peau noire, mais elle a aussi une espèce de coiffure afro. Enfin, c'est vraiment... Et des vêtements spécifiques qui rappellent justement les vêtements que tu pouvais avoir quand tu étais esclave. Donc, il y a vraiment tout un décorum, et un décorum qui vise à rendre ridicule, grotesque, et en même temps, à susciter une forme de peur. Et donc, tu construis vraiment la figure du noir comme étant quelque chose de ridicule, de grotesque et de flippant. Et effectivement, ce sont des blancs qui vont se déguiser, et c'est quelque chose de très mainstream. Ça veut dire que dans les écoles primaires, moi, dans toutes mes années primaires, je veux dire vraiment, on avait ça. C'était mainstream, c'était normal, c'est la base. Tu vas aller au Carrefour, enfin l'équivalent d'une petite supérette, c'est la base. Donc les gens, ils sont en barbouillage, oui, quoi, en fait. Normal. C'est classique. C'est normal. C'est horrible, en fait. Ouais. Et c'est hyper violent pour les gens qui grandissent ici en étant, déjà, soit en étant conscients politiquement, mais soit en étant directement noirs. C'est hyper choquant. C'est hyper choquant, et c'est quelque chose où tu sens que tu as une vraie résistance au changement. Et donc, il y a pour le coup une énorme mobilisation du milieu associatif. Et notamment, tu m'avais évoqué de Bruxelles Panthère, j'ai vu sur Internet, qui a interpellé l'UNESCO et avec une réponse plutôt positive de l'UNESCO qui a condamné. Maintenant, le problème, c'est que, et c'est là où tu vois tous les enjeux de domination, quand tu as des groupes comme ça minorisés qui vivent une agression manifeste, il n'y a pas à discuter, c'est violent, c'est ultra violent, vont se mobiliser, eh bien, figurez-vous que les personnes qui se sont mobilisées
par rapport à ce folklore-là, aujourd'hui, ont des poursuites judiciaires. Incroyable. Quoi. Donc, on a vraiment un retournement c'est quoi de la les arguments violence. de ces gens-là? C'est des traditions, donc on n'y peut rien, ça fait longtemps. C'est notre folklore, ça n'a rien à voir. Alors après, tu as aussi la mauvaise foi de dire, bah non, c'est des mineurs, en fait, c'est des gens qui viennent de la mine. Et donc... Ah, parce que moi c'est marrant, c'est marrant parce que moi, j'avais fait une enquête sur Zwarte Piet aux Pays-Bas, et je me souviens qu'il y avait un militant qui s'appelle Quincy Gario qui avait été qui s'était mobilisé. Et ouais, on peut l'applaudir, hein, je pense que voilà, il mérite. Et en fait, il avait manifesté contre Zwarte Piet, et en fait, il s'était fait arrêter. Ouais. Mais genre, c'était un truc de fou. Et il racontait dans son enfance comment il s'était fait appeler Zwarte Piet, ça veut dire Piet le Noir. Ouais. Et en fait, à l'époque, ils avaient aussi appelé une institution internationale qui avait dit que c'était une pratique raciste, et qu'il y avait un groupe Facebook, genre avec 1 million de personnes pour soutenir cette tradition hyper importante. Ouais. Et moi, j'avais fait des interviews avec des gens, et je leur avais dit, ils me disaient, mais non, c'est pas du tout du racisme, et tout, il est pas noir. Et je disais, bah si, il est noir. Il dit, oui, mais c'est parce qu'il passe par la cheminée. Ouais. Ben voilà, c'est un des arguments. C'est de la suie. Mais le truc du mineur, j'avais jamais entendu. Ah, si. Mais parce que alors après, t'as la coloration locale. Nous, comme on a un pays avec des mines, voilà. Après, ça n'explique pas les cheveux, ça n'explique pas les bouts. Il a des lèvres rouges aussi. Donc nous, à Dunkerque, en France, à Dunkerque, il y a la nuit des Noirs. Donc là, on ne peut pas passer par 1000 chemins pour dire qu'ils font des métiers différents. Donc il y a vraiment la célébration qui s'appelle la nuit des Noirs, où des personnes, donc c'est même pas c'est plein de personnes qui se griment en personnes africaine ou afrodescendante, avec tout l'attirail horrible. Disait les anneaux, les trucs dans les cheveux, les plumes, je sais pas, le raffia, les tissus colorés. Oui, mais ça, tu peux là pour le coup vraiment faire un tourisme du racisme belge au niveau des folklores, tu vas trouver. Il y a un créneau à prendre. On peut en parler à notre collègue Kevin Donat du Chip qui fait les visites du Paris Noir. Peut-être qu'il y a un truc du racisme. Et là, moi, j'ai une autre question qui n'est pas directement liée à ce qu'on venait de dire, mais qui m'intéresse aussi. C'est tout ce qui est au niveau de la glottophobie. Donc tout ce qui est le racisme lié, l'exclusion liée aux accents. Parce que moi, j'ai grandi donc en France avec énormément de blagues belges, ce qu'on dit les blagues sur l'accent belge. Comme j'ai grandi avec des blagues sur les femmes, etc. Il y en a qui ont cessé, d'autres qui n'ont pas cessé. Et donc, je voulais savoir par rapport ici à la Belgique, est-ce que le fait que les Français se moquent de l'accent belge, est-ce que les Belges ne se moquent pas des accents des autres? Ou est-ce qu'il y a une empathie de ce niveau-là, ou est-ce qu'ils se moquent quand même des gens qui parlent pas le belge comme eux? Alors, je dirais, en Belgique, tu as quand même un sens de la dérision assez prononcé. Du coup, je pense pas que les Belges s'offusquent particulièrement, tu vois, qu'on se moque de leur accent. Par contre, bah oui, pour les personnes racisées, les accents sont toujours un stigmate sur lequel on va appuyer et malheureusement qui va les exclure d'une série de choses. Donc oui, malheureusement, il y a encore ce genre de choses-là. Et c'est vrai que même moi qui ai clairement pas d'accent, je vais quand même faire fort attention en réfléchissant à ce podcast-ci. Je me suis fatalement remis en question. Mon prénom, c'est Hassina. Jamais de ma vie, donc là c'est la première fois en public de ma life, que j'ose mettre le ha, parce que ça, c'est tabou, le H des Arabes, oh là là, quoi. Et donc, tu vas toi-même, je pense, être dans des logiques te censurer. Et quand tu ne sais pas malheureusement le faire, parce que voilà, c'est ton accent, parce que voilà, c'est clair que tu vas être disqualifié, traité de manière quand même méprisante. Ouais. Est-ce que moi j'ai le droit de le dire aussi? Alors, merci Hassina. Ah, ça va? Bah, moi aussi, je vais faire mon coming out. Je m'appelle Rokhaya. Merci beaucoup, merci Hassina, c'était un plaisir, c'était un grand plaisir. On arrive à la fin, merci.
Et ben c'est la fin de ce Kif Taras live. Merci beaucoup au public pour son attention bienveillante, pour sa présence au Parlement bruxellois. Merci au Parlement bruxellois encore de nous avoir invités. Merci aux Grenades RTBF et à Safia Kessas d'avoir permis à cette rencontre d'avoir lieu. C'était super intéressant. Donc Kif Taras, c'est un podcast de Binge Audio enregistré aujourd'hui depuis le Parlement bruxellois. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Hassina. Merci les filles.